Bonjour, je vais corriger un exercice sur la fluoration de l'uranium. Ce genre d'exercice pourrait être donné en colle par exemple. Donc un examinateur, un élève au tableau pendant 1 heure. Donc voici l'énoncé. Vous avez du dioxyde d'uranium, on met en contact avec une espèce gazeuse, c'est du HF, donc c'est... faut faire attention à ce genre d'espèce, hein, c'est toxique. Ça donne, en fait, ça enlève l'oxygène, ça le remplace par du fluor. Donc ça doit être une espèce particulièrement stable et neutre chimiquement. Donc cet équilibre chimique doit correspondre au traitement de l'uranium, donc soit amont, soit aval. Amont, c'est avant de l'enfourner dans une centrale nucléaire, ou aval, c'est une fois qu'on enlève le combustible usé de la centrale. Et le dernier constituant, c'est de l'eau vapeur. Alors, si on l'énoncer, c'est pression totale de 1 bar à 700 Kelvin. La constante d'équilibre, ça je vous le fais remarquer tout de suite, elle est plutôt grande. Donc, ce sera peut-être intéressant de faire une hypothèse d'une réaction quantitative. Dans la première question, on vous dit qu'on a 1 mol de dioxyde d'uranium. Donc je commence à compléter le tableau d'avancement. Donc j'ai déjà écrit la réaction, j'ai déjà préparé le tableau d'avancement. Et 1 mol de HF, sauf erreur. Alors dans la suite de la résolution, je ne mettrai plus le virgule 0. Quand vous met 1,0 dans l'énoncé, vous avez... ça veut dire que on vous donne une grandeur avec 2 chiffres significatifs. Donc normalement il faut garder le 1,0, ça veut dire que c'est au moins précis, allez, on va dire au pourcent près. Si on vous donne le 2 chiffres significatifs. Pour faciliter l'écriture des calculs, moi je vais enlever le virgule 0, mais il faut quand même faire attention à ça. Donc c'est 1,0 moins x, 1,0 moins 4x, x et 2x. J'applique maintenant la loi d'action de masse, mais avant d'appliquer la loi d'action de masse, parce que si je l'applique et que je remplace les quantités de matière en fonction de x, c'est pas forcément judicieux, parce qu'entre temps je vais faire une hypothèse. Alors pourquoi je vais absolument faire une hypothèse? C'est parce que si je continue la résolution comme ça, sans en faire, je vais avoir des puissances de x, au moins du x puissance 4, hein, parce qu'il y a ce coefficient stoichiométrique qui apparaît. Donc il y a un puissance 4 qui va d'une grandeur qui dépend du x qui apparaît dans les calculs. Donc vous aurez au moins ce genre de polynôme à résoudre, et a priori c'est compliqué. Donc quand on a l'habitude de ce genre d'exercice, on regarde si on ne peut pas faire d'emblée une hypothèse. Donc je vais faire, c'est ce que je vais faire, je vais supposer que la réaction elle est quantitative. Réaction quantitative. Donc je vais identifier le réactif limitant. Alors si vous regardez, c'est le HF, le réactif limitant. C'est celui-là. Réactif limitant. Ça veut dire que x vaut à peu près 0,25, ce qui fait que le x max égale 0,25. Donc ici j'ai 0,75 mol de UO2. Ici, je vais quand même supposer que c'est un équilibre, donc il va rester un petit peu de HF. Donc je mets epsilon. Là c'est 0,25. Et là c'est 0,5. Donc je peux appliquer la loi d'action de masse. Donc la loi d'action de masse à l'équilibre. La constante d'équilibre, c'est égal. Je m'occupe du côté des produits, donc c'est la pression partielle de l'eau sur la pression de référence, et j'oublie pas le coefficient stoichiométrique, 2, donc je mets au carré, fois l'activité d'un solide qui vaut 1, divisé par l'activité d'un solide, fois l'activité de HF,
Donc comme c'est un gaz, c'est sa pression partielle sur P0, puissance 4. Je réarrange un petit peu l'expression pour enlever les fractions de fractions. Et dans ce genre de calcul, c'est bien de simplifier au fur et à mesure les expressions. Parce que sinon, ça devient des expressions où apparaît des fractions de fractions de fractions si on ne simplifie pas au fur et à mesure. Donc j'ai P de H2O au carré et j'ai P de HF puissance 4. Et le P0 qui est ici, puissance 4, qui est au dénominateur du dénominateur, va se retrouver au numérateur. Le P0 au carré qui est ici se retrouve au dénominateur. Et après simplification, ce qui reste, c'est P0, la pression de référence au carré. Donc là, j'ai appliqué la loi d'action de masse. Maintenant, il faut que j'utilise une autre loi, c'est celle des gaz parfaits. Puisqu'on a des espèces gazeuses. Alors dans le cours, il y a ce genre de formule. Vous avez PV égale nRT, où la pression est en pascal, le volume en mètre cube, et la température en Kelvin, je vous le rappelle. Vous avez aussi cette équation-là. Donc c'est la même que celle-là, mais pour une espèce gazeuse en particulier, c'est une pression partielle, pour un mélange idéal de gaz parfait. Et enfin, vous avez cette formule-là, XI, où XI c'est la fraction molaire pour la pression totale. Et XI, c'est la formule qui va avec, c'est NI sur le nombre total de moles gazeuses. Donc ce que j'écris là, je vais l'effacer, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez raisonner quand vous êtes face à ce genre d'exercice, hein, puisqu'on a un gaz, et on assimile tous les gaz à des gaz parfaits, donc ça je vais l'écrire. Eh bien, il faut utiliser une de ces formules. Alors, clairement, cette formule-là, bon, je l'enlève. Donc, quand je la barre, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, hein, mais je l'enlève parce qu'elle ne va pas me servir dans cet exercice. Et donc, c'est entre celle-là et celle-là. Ah, petite remarque, il y a une autre formule dans le cours, c'est la pression totale. C'est la somme des pressions partielles. En fait, cette équation-là découle de cette équation-là, hein, puisque la somme des XI, comme XI c'est un pourcentage de présence, bah, ça fait toujours 100%, ça veut dire que, enfin c'est ramené à 1, mais lorsque je fais la somme des XI, je trouve toujours 1. Donc, et j'en déduis cette formule-là. Ce qui fait que je la mets entre parenthèses, je ne la considère pas, puisque c'est une conséquence de cette formule-là. Là, on regarde l'énoncé. Ce qu'on fixe, c'est la pression totale, c'est marqué ici. Donc clairement, cette formule-là, pour cet exercice-là, n'est pas utile. Elle aurait été utile si j'avais un volume fixé. Dans ce cas, on aurait pris cette formule-là. Mais comme la pression totale est fixée, c'est celle-là que je vais utiliser. Donc on peut continuer la résolution. Donc HF et H2O sont assimilés à des gaz parfaits. P2HF, c'est XI. Donc là, XI, c'est epsilon. C'est la quantité de matière. Donc c'est dans le tableau où je regarde dans l'état final pour HF, c'est epsilon, sur le nombre total de moles gazeuses. Alors il faut faire attention. UO2 est solide, ainsi que UF4. Donc il ne faut pas que je les prenne en compte. J'additionne que les moles gazeuses, donc c'est epsilon plus 0,5. Et comme epsilon est négligeable, en tout cas il doit être négligeable devant 1, mais il doit aussi être négligeable devant 0,5, le nombre total de moles gazeuses, c'est 0,5. Et je multiplie par la pression totale. Et ça, c'est le nombre total de moles gazeuses. Alors ici, je vais quand même, au fur et à mesure, enfin je me rends compte que j'ai négligé epsilon devant 0,5, donc c'est un truc qu'il faudra vérifier à la fin. Donc vérifier à la fin. Que epsilon est négligeable devant 0,5 mol. Je fais la même chose pour l'eau, P2H2O.
Donc ça fait 0,5. Je vais récupérer l'information dans le tableau, hein, c'est 0,5 mol, divisé par 0,5 fois la pression totale. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin de la réaction, si l'hypothèse est vérifiée, hein, donc il faudra le faire, il n'y a quasiment plus que de la vapeur d'eau, et très peu de HF. Je réinjecte dans la loi d'action de masse, donc P de HF au dénominateur et P de H2O au numérateur. Donc ça donne K égale, donc je commence par P de H2O, donc c'est P total, au carré fois P de 0 au carré, et P de HF c'est epsilon sur 0,5 puissance 4 fois P total puissance 4. Et quand vous regardez, toutes les pressions se simplifient parce qu'elles sont toutes égales, et égales à 1 bar. Donc finalement, j'ai epsilon, donc j'ai 0,5 sur epsilon puissance 4. Et donc, très rapidement, j'ai l'expression de epsilon. Epsilon, je trouve 0,5 divisé par K, exposant 1 quart. Oui, c'est ça. Donc je vais faire l'application numérique. Voilà, j'ai fait l'application numérique, donc je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur de calcul. Donc éviter de faire les calculs de tête, la preuve. Le 0,5 il n'est pas dans la parenthèse, hein, c'est 0,5 fois 1 sur K exposant 1 quart. Et je trouve 0,031 mol. Donc je peux compléter le tableau d'avancement. 0,031 mol. Et on voit que l'hypothèse est vérifiée. 0,031, c'est bien petit devant 0,5 et il y a au moins un facteur 10. Donc ça, on peut le marquer. L'hypothèse est vérifiée. Alors, heureusement, donc on a échappé à la résolution d'une équation un polynôme du 4e degré. Et on peut conclure sur cet exercice-là. Donc les quantités de matière on a UO2 qui est solide, on trouve 0,75 mol. Le N de HF qui est gazeux, on trouve à la fin 0,031 mol. UF4 qui est solide, on trouve 0,25 mol. Et enfin, pour la vapeur d'eau, on trouve, sauf erreur, 0,5 mol. Donc je donne tout en nombre de mol, et la pression totale, c'est la pression fixée à 1 bar. Pour encadrer le résultat. Donc je peux m'attaquer maintenant à la deuxième question. En fait, c'est la même question, sauf qu'on met un petit peu moins de dioxyde d'uranium. On en met 0,10 mol et on garde 1 mol de fluorure d'hydrogène. Donc ce que je vais faire, c'est le tableau d'avancement, compléter l'état initial et l'état final, et puis voir ce qu'on peut faire après. Voilà, je reprends, j'ai fait le tableau d'avancement, j'ai écrit la réaction, je travaille en nombre de mol, et donc là je travaille avec 0,10, dans la suite je mettrai 0,1. Ici j'ai 1,0 mol, ici j'ai 0 et 0. Donc je peux compléter le tableau d'avancement. Ici, j'ai oublié le 4, 1 moins 4x, x et 2x. Alors, si vous regardez bien, comme l'activité d'un solide c'est 1,
En fait, qu'il y ait 0,1 ici ou 1, ça ne change strictement pas les calculs que j'ai fait précédemment. Ça veut dire que écrivant exactement les mêmes équations, en fait, voilà comment c'est la résolution. Clairement, on peut refaire une hypothèse quantitative. Et on voit tout de suite qu'il y aura un problème. Enfin, je vais arriver aux mêmes équations, donc je vais arriver à la même solution. Si vous regardez tous les calculs que j'ai faits, ça va être exactement les mêmes que vous serez amené à refaire ici. Le problème, c'est que, on peut marquer ça, les calculs vont être les mêmes. Et donc, l'hypothèse quantitative, ça va donner exactement le même résultat. Seulement, si x vaut 0,25, j'ai un petit problème. Puisque je vais avoir une quantité négative de UO2. Donc, forcément, U2O2 va être épuisé avant que l'équilibre soit atteint. Va être épuisé avant d'atteindre l'équilibre. Donc du coup, si je précise, comme si les calculs sont les mêmes, ça veut dire qu'on va trouver la même solution. Solution pour epsilon. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on voit qu'il y a un problème ici. En fait, je vais forcément avoir 0. Donc le réactif limitant, on peut donc compléter le tableau d'avancement. Donc c'est x vaut 0,1, le x max égale 0,1, car le réactif limitant est l'oxyde d'uranium. Et U2O2 solide. Donc si je remplace, ça fait 1 moins 0,4, donc ça fait 0,6 ici. Ici j'ai 0,1. Et là j'ai 0,2. Donc je peux conclure. Ça, du coup c'est un petit peu plus rapide la deuxième question. Donc N de UO2, ça vaut 0, exactement 0. N de HF, c'est 0,6 mol. N de UF4, c'est 0,1 mol. Et enfin, la quantité de matière de H2O, c'est 0,2 mol. J'encale le résultat et normalement ça achève l'exercice. Donc ce qu'il fallait remarquer, c'est qu'il y a épuisement de la phase solide. U2O2 n'est plus présent à la fin dans la question 2. Voilà pour cet exercice.